Monsieur le Président et chers collègues, nous avons beaucoup entendu que ces temps derniers l'adjectif inédit. D'ailleurs, vous l'avez vous-même employé, Monsieur le Président, pour caractériser que déjà la situation créée par la pandémie de coronavirus. Et nous l'entendons à nouveau pour qualifier les perturbations climatiques à l'origine des catastrophes qui n'ont pas épargné notre département, inondations, sécheresses, feux de forêt. C'est désormais l'évolution de l'opération spéciale de la Russie en Ukraine qui révèle ce qu'elle est, une véritable guerre avec des combats de haute intensité, ce qui est effectivement inédit en Europe depuis la guerre de Yougoslavie, mais avec aujourd'hui un protagoniste russe agitant la menace nucléaire. Pourquoi ce détour de mon propos autour de cet adjectif inédit ? Eh bien, nous avons beau être au bout du monde, difficilement accessible par le train ou par avion, comme chacun a fini par s'en apercevoir. Eh oui, ça n'est pas presque 3 heures, c'est 4 heures hein, à peu près. Eh oui, eh oui. Eh oui, quand on en a l'usage, on le sait. Hein. Voilà, donc nous avons beau être au bout du monde, nous sommes baignés dans les mouvements du monde et les tourments de la planète. Pour la pandémie, les gouvernements ont déployé le parapluie protecteur du quoi qu'il en coûte au débit du budget de l'État. Le projet de loi de finances pour 2023 accuse encore un déficit de près de 33%. Vous savez, je ne suis pas pro-Maastricht, je ne compte pas en pourcentage du PIB, je compte en pourcentage du budget lui-même. Et donc, 158 milliards sur 480, ben, ça fait pas loin du tiers de déficit. Il faudrait que les gens se mettent ça dans la tête. C'est pas 5%, ni 3%. Et alors, cette année, on devait normalement revenir à l'après-coronavirus et donc plus près des 3% du PIB. Et bah, évidemment, les gouvernements proposent autre chose au Parlement pour tenter, et on le comprend dans un certain sens, hein, d'amortir le choc des hausses brutales des coûts de l'énergie. Mais ce que tout le monde a remarqué dans ce projet de loi de finances pour 2023, c'est que pour les budgets locaux, il n'y a pour l'instant aucune disposition spécifique, alors même que la regrettable suppression de la taxe d'habitation nous réduit dans notre capacité d'adaptation des recettes. Vous vous souvenez, Monsieur le Président, que c'était l'un des points, il y en a de temps en temps, sur lesquels nous convergions, cette histoire de suppression de la TH. Nous n'estimons cependant toujours pas souhaitable d'accroître la fiscalité quand les ménages et les entreprises sont confrontés à des situations que l'on avait presque oubliées depuis les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Alors la titulature ministérielle de ce gouvernement, Borne, endosse les notions de transition énergétique et de transition écologique comme des objets de politique publique qui doivent appeler de lourds investissements, et il est clair que pas de transition écologique, pas de transition énergétique sans lourds investissements, y compris publics, à charge du budget de l'État, que ce soit directement ou sous forme de garantie. Le vieillissement de la population avait fait annoncer une politique du grand âge qui n'a pas encore été mise en œuvre, mais qui ne devrait pas tarder à être définie. Encore des charges, et on les comprend. Et la situation géopolitique invite au réarmement, ce qui veut dire une augmentation des budgets des armées. Comment faire autrement ? Face à ces ruptures, la cohésion nationale est ébranlée, la cohésion sociale également, et les interventions de plusieurs collègues qui m'ont précédé l'ont souligné. Et dans ce contexte, nos collectivités territoriales ont un rôle important à jouer pour conforter cette cohésion nationale, sociale et territoriale. Pour nous, plus que jamais, les actions de nos collectivités doivent répondre aux besoins prioritaires de la population. Nous le voyons déjà, et la DM2 en porte la trace, nous sommes confrontés à des augmentations de coûts et des ruptures de chaînes logistiques qui vous conduisent à étaler les programmes. Malgré l'optimisme de certains prévisionnistes, les déterminants de cette inflation et de ces ruptures
ne semble pas purement conjoncturel. Et là, je rejoins le collègue Dissot. Oui, ça n'est pas purement conjoncturel, c'est des phénomènes structurels. Nous ne pouvons pas, alors que nous commençons à entrevoir un monde d'après différent de celui que nous imaginions, en rester à des programmes établis avant ces ruptures et qui seraient seulement étirés au gré des indices d'actualisation ou la disponibilité des matières premières. Nous avons régulièrement dénoncé le lancement de grands programmes sans qu'ils soient précédés d'une analyse sérieuse des besoins comme de l'impact financier et environnemental. Ce fut le cas pour Mon Réseau Grandit, où l'on veut investir de plus de 200 millions. On a vu dans les AP, on doit être à 244,5 si je ne m'abuse, sans critère de report modal. Nous sommes très favorables au transport en commun, à condition que l'on cible bien sur des objectifs de transport modal. À quoi ça sert de dépenser beaucoup d'argent pour faire venir des à pied dans les transports en commun, alors que les en voiture restent en voiture? Alors, nous avons aussi demandé en vain que tout projet d'investissement soit accompagné d'une évaluation des frais de fonctionnement associés, tant en coûts supplémentaires qu'en éventuelles économies. Les deux. Je pourrais prendre l'exemple d'Océanopolis, on y reviendra, pour lequel vous nous proposez au rapport numéro 10 de lancer un programme de 30 millions. Nous y sommes, vous le savez, dans le principe favorable. Nous sommes tout à fait conscients de la nécessité de rénover régulièrement ce type d'équipement. Mais à ce jour, nous ne disposons pas de ces éléments d'analyse financière et énergétique. Nous avons aussi souhaité, dès le début du précédent mandat, en 2014, pouvoir accéder à un inventaire du patrimoine tenu à jour. Alors, en 2016, vous constatiez, et je vous cite, que, en 2016, que dans le cadre de leur gestion patrimoniale, composée d'environ 700 bâtiments sur près de 600 000 m² de surface, Brest Métropole et la ville de Brest, qui ont une connaissance de l'état de leur patrimoine bâti estimé à 30%, souhaitent aujourd'hui en avoir une connaissance exhaustive. C'est ce que vous disiez en 2016. Et alors en 2017, une convention a été conclue avec la Caisse des dépôts pour l'élaboration du schéma directeur immobilier. Et puis en 2021, il y a eu la création d'une mission de stratégie immobilière au sein des services de collectivité. Nous y avons été favorables. Mission qui s'est elle-même appuyée sur des consultants privés, comme le cabinet Alloué, tout ça a commencé à produire des éléments. Mais on a de temps en temps un peu l'impression que c'est la redite de 2010, 2011, 2012, où il y a eu aussi tout un travail avec le logiciel Colbert, etc. Et tout ça n'a pas donné que d'inventaire à jour et à disposition. Alors quand même, lors de la commission plénière thématique du 15 février 2021, nous a été présentée une première synthèse de l'état des travaux d'inventaire du patrimoine bâti. Des données globales issues de l'application Colbert nous ont été présentées, mais, et ça avait été d'ailleurs dit très clairement, qu'elles ne se recoupaient pas avec l'inventaire comptable du patrimoine. Donc là aussi, nous avons de grandes zones d'incertitude. Enfin, d'après votre présentation, la surface des biens immobiliers de la métropole était évaluée à 467 943 m² pour 465 biens sur 272 sites. Je ne parle que de la métropole. Si les consommations et dépenses d'énergie étaient connues et chiffrées à l'équivalent de 1800 maisons individuelles, cela restait à établir pour les consommations d'eau. En outre, les taux d'occupation et la qualité d'usage n'étaient pas connus. Alors, au moment où le coût d'usage de l'immobilier devient un critère d'organisation, même pour un ménage, nous devons disposer de l'information nous permettant d'avoir un avis sur les priorités en matière de maintenance et de gestion du patrimoine. Indépendamment des obligations réglementaires de réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments tertiaires, l'effet ciseau que vont connaître les collectivités impose une accélération et une anticipation des programmes d'économie d'énergie. Car il va falloir faire des choix, et ce ne peut être laissé au fil de l'eau. Par courrier du 13 septembre, nous avions souhaité que
Face à la remontée des taux d'intérêt et au renchérissement des matières premières, avec leurs conséquences sur les fournitures de fluides et de ressources énergétiques, comme la tension sur la gestion de l'eau, connaître les démarches que vous avez engagées pour mesurer ces effets, les actions envisagées pour mesurer leur portée et vos intentions quant à l'ouverture du débat que nous devrions avoir sur ces sujets, compte tenu de leur impact sur les programmes pluriannuels d'investissement et plus globalement sur la gestion de notre collectivité. Alors nous avons reçu ce matin une réponse de votre part, rappelant les actions déjà enregistrées par la collectivité. C'est ce que vous avez rappelé dans la première partie de votre propos introductif. Vous citez notamment les actions de sobriété énergétique du parc immobilier, permises par ce que vous appelez la bonne connaissance des bâtiments, de leur gestion optimisée selon l'occupation réelle et leur orientation. Mais nous n'en disposons pas encore, et je n'ai pas l'impression, d'après les derniers éléments qui nous a été fournis, que ce soit encore tout à fait abouti. Il résultait en effet des derniers travaux d'inventaire que nous avons examinés que c'était encore incomplet. Alors, vous indiquez dans votre courrier et dans votre propos de tout à l'heure, réinterroger l'ensemble des pratiques de la collectivité pour identifier les marges de progression et très prochainement, disiez-vous, et avez-vous confirmé, présenter à l'ensemble des élus métropolitains et municipaux ce plan d'action très ambitieux. Alors, Monsieur le Président, chers collègues, c'est un axe de travail nécessaire et nous y participerons, nous l'étudierons avec attention. Cependant, au-delà de ces actions de court terme sur l'éclairage, le chauffage ou l'utilisation de la flotte de véhicules, ce sont les programmes même de la collectivité qui risquent d'être déséquilibrés. Et en entendant les collègues, on a bien vu qu'il y avait des arbitrages qui allaient devoir se poser entre des points de vue très différents au sein même de votre majorité, et peut-être même en dehors de celle-ci, si vous le permettez, sur la façon dont le programme prioritaire des investissements, voire le programme de mandat, devait être ajusté pour répondre à ce nouveau contexte. Or, le débat d'orientation budgétaire pour 2023 n'est programmé que pour le 27 janvier 2023. Ce que nous souhaitons, et nous vous demandons sans attendre, oui, c'est ce qui nous a été indiqué, voilà, mais oui, sur le tableau. Allez-y. Voilà. Enfin bon, si c'est autre chose, tant mieux. Nous demandons donc sans attendre un point sur l'exécution du plan de mandat et de la programmation pluriannuelle des investissements à la lumière des chocs qui viennent les perturber et que vous nous présentiez des scénarios permettant une gestion soutenable de la collectivité